Bon, on entame la dernière ligne droite de cette journée. Donc, comme je vous l'avais dit ce matin, en fait, donc j'avais dit à midi, en fait, il y a un travail qui a été réalisé par nos grands témoins qui vont nous faire un retour en fait sur nos 2 jours. Donc je vous demande d'accueillir notre grande dame donc de la recherche interventionnelle en santé des populations, Louise Potvin. Voilà, toujours 1,55 m, on en a déjà parlé, mais je ne parlais pas de ça. Sabine Dutheil, notre coprésidente, et puis également Grégory Nino, voilà, qui fait une moyenne, c'est bien. La parole est à vous. Rebonjour. Nous nous sommes réunis tout à l'heure pendant le repas et on s'est demandé quels enjeux avaient été pointés pendant ce colloque et particulièrement aux ateliers pendant lesquels les échanges furent nombreux. Alors, pour ma part, 3 enjeux. L'un d'entre eux fut récurrent, c'est le thème de la professionnalisation et de la rémunération de ce nouvel acteur dans le système de santé qu'est le patient, partenaire, expert, formateur, chercheur, ressources. On ne va pas s'arrêter sur la sémantique. Alors, dire que c'est une question épineuse est une litote et je ne vais pas y répondre à cette problématique. C'est d'une part bien trop risqué. Je sais qu'il y a des disciplines dans la salle qui vont chacun y aller de leurs commentaires. Et d'autre part, vous l'avez compris, je suis totalement de parti pris, puisque j'ai un contrat de travail, je suis rémunérée. En bref, je vais faire comme certains chercheurs parfois, c'est-à-dire que je vais poser une question, ne pas y répondre et poser 5 ou 6 questions en suivant. C'est François qui l'a dit tout à l'heure, que parfois la recherche, c'était ça. Le partenariat en santé peut se déplier dans plusieurs contextes, mais c'est celui de la recherche qui nous anime depuis 2 jours. Je vais donc vous livrer mon expérience. Je participe depuis quelques années à un projet de recherche mené par le Cancéropole Île-de-France qui croise les regards d'un groupe de soignants et d'un groupe de patients. Il s'agit d'identifier les situations de crise pendant le parcours de soins afin de possiblement les éviter. Et dans ce cadre-là, je suis rémunérée comme mes collègues, que ce soit des patients partenaires ou des professionnels de santé. Par ailleurs, je participe depuis plusieurs mois à un comité de patients dans le cadre du CIRIC. Le CIRIC, c'est le site intégré de recherche en oncologie à Bordeaux. Et à ce jour, malgré le souhait affiché des responsables et les fonds disponibles, aucune solution de financement n'a été trouvée pour les patients partenaires, c'est-à-dire que le CHU et l'université se renvoient la balle. Donc, dire qu'un cadre législatif va s'imposer, probablement. Alors, en vrac, et vraiment en vrac, parce que j'ai essayé de faire cette conclusion pendant un atelier qui était par ailleurs très intéressant et pour lequel j'avais envie d'intervenir autour de l'activité physique adaptée. Voilà ce que nous avons entendu à l'occasion des ateliers et ou quelques points de vigilance. La reconnaissance est-elle liée à la professionnalisation? Ou la professionnalisation est-elle liée à la reconnaissance? On a entendu parler de la date limite de consommation des patients. C'est-à-dire qu'à distance de la maladie, le patient pourrait devenir un patient partenaire qui ne serait plus du tout de qualité. Dans le même ordre d'idées, ce matin, quelqu'un a dit « mais le récit de vie n'est pas le même après quelques années ou dès lors que le patient est professionnalisé ». A contrario, il y a quelque chose qui m'a un peu irritée hier et je vous le livre tel quel, c'est qu'on ne pourrait pas proposer un contrat de travail à un patient parce qu'il pourrait récidiver, voire même mourir. Ça, c'est une découverte. J'ai l'air de blaguer, mais je trouve que c'est difficile d'entendre ça. Et je l'ai entendu plusieurs fois, pas seulement dans le cadre de ce colloque, mais une autre fois. Mais comment on fait avec les patients s'ils récidivent? Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui ne sont pas patients. C'est que d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, on peut devenir patient. Parfois, c'est en quelques minutes. Ce qui est sûr, c'est que certains patients partenaires souhaitent être professionnalisés, d'autres pas du tout, et pour des raisons très diverses. Une autre chose, c'est que l'engagement de certains patients partenaires est ponctuel et limité à quelques heures
par semaine, voire par mois. Pour d'autres, c'est beaucoup plus important en termes d'heures. Évidemment qu'on ne peut pas apporter la même réponse. Pour certains patients, c'est un vrai travail et ils sont en âge d'avoir un travail et donc une rémunération. Pour d'autres, ils sont par exemple retraités ou ont une assurance invalidité. Non, ce n'est pas le mot assurance, une pension d'invalidité. Tout ça pour dire qu'il me semble que c'est important de poser les bonnes questions et de laisser le choix. Alors, il faut quand même souligner ce qu'est en train de faire l'ARS Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin depuis un mois seulement, l'ARS Nouvelle-Aquitaine finance le poste de 7 patients partenaires dans des établissements de soins pour un contrat à durée déterminée de 3 ans avec un financement de l'ARS pendant 18 mois. Et l'établissement de soins s'engage à financer les 18 autres mois. Parce que, évidemment, et quelqu'un a soulevé la question hier, que la rémunération des patients partenaires doit être assurée par les institutions et pas par les patients qui feraient appel aux patients partenaires. Là, il y a un gros débat sur quelques plateformes sur le net qui proposent les services des patients partenaires. Vous en avez probablement entendu parler. Je crois, et là je parle sous la responsabilité des sociologues, que les infirmières ont été pendant longtemps des religieuses. Et il n'était pas question pour elles d'être rémunérées puisque le soin était attribué à un don de soi et donc à un don de Dieu. Et puis elles ont été formées, leurs compétences ont été caractérisées et elles sont entrées dans le salariat. Et si nous étions, nous les patients partenaires, à une sorte d'étape comme ça, de la même façon que les infirmières. Une sociologue bordelaise que certains d'entre vous connaissent peut-être et qui s'appelle Béatrice Jacques mène en ce moment même un travail de recherche sur le sujet de la professionnalisation des patients. Elle mène cette recherche avec des patients. Et je vous propose donc de l'inviter pour débattre de cette question au prochain colloque RISP dans 2 ans. Parce que chaque fois qu'il est question du partenariat en santé, il est question de la professionnalisation. On ne pourra pas échapper à ce débat, mais c'est vraiment dommage parce que j'ai idée que parfois, ça cache toutes les autres questions, des compétences, des savoirs, du fait que est-ce qu'on doit intégrer des patients ou pas. On se focalise beaucoup là-dessus. Mais en tout cas, c'est ce qu'il est ressorti. Alors, un autre enjeu que l'on a remarqué, c'est celui de la pérennisation, mais nous en avons parlé tout à l'heure. Comment modéliser et déplier des expérimentations qui ont fait leurs preuves, avec un point de vigilance qui a été souligné dans un atelier ce matin. Parfois, les projets sont stoppés ou ne sont pas reconduits parce que ceux qui y croyaient et qui les ont portés s'en vont, pour une raison ou une autre. Et là, c'est fortement dommage si ça tient à l'énergie de quelques personnes. Et puis, une toute petite remarque. Au cours de ces 2 jours, j'ai trouvé qu'il y avait un point d'entente intéressant entre les chercheurs et les patients. C'est celui de l'incertitude. Plusieurs d'entre vous avaient dit que la recherche interventionnelle en santé des populations, c'est gérer l'incertitude. Je vous assure qu'avoir le diagnostic d'un cancer, quel qu'il soit, c'est gérer l'incertitude de l'avenir. Et on peut peut-être, même si Louise m'a dit, mais ils ne doivent pas le gérer de la même façon peut-être. Mais ça, c'est une autre question. Merci. Donc je vais continuer. Je voudrais, puisque la parole m'est donnée, juste remercier quand même Jérôme, Iris et Anne-Fleur. C'était un travail absolument remarquable, incroyable. Et je crois que c'est une prise de risque importante de vouloir essayer, notamment sur une thématique qui est pour moi passionnante, entre recherche clinique et recherche interventionnelle en santé des populations, quels sont les points communs et les différences, et sur lesquels effectivement, je crois qu'on a tous fait, j'espère, un pas de côté pendant ces 2 jours. Vous êtes encore nombreux ici, c'est incroyable. Et je pense que cette réflexion-là, de dire en quoi et comment finalement sortir de notre zone de confort, de nos disciplines à nous, quasiment dans les silos, et on a été souvent formés en France avec cette réflexion un peu monomaniaque d'une seule discipline. Et je crois que ce genre de colloques, ils sont rares.
et ils sont indispensables pour montrer en quoi et comment, finalement, on a quand même des points communs, une rigueur. On a l'idée que finalement, ça pourrait servir, cette recherche interventionnelle en santé des populations. On n'est pas là que pour identifier des problèmes, on est là pour les résoudre. Et Sabine l'a très bien dit, on est là pour les résoudre, ces problèmes. Et quelque part, finalement, aller de mieux en mieux et de plus en plus vers des solutions pratique pour les patients, plus le plus grand nombre de patients et avec le moins de conséquences sociales, etc., sont des éléments centraux. Et donc, je voudrais insister sur 3 points, puisqu'il faut quand même qu'on parle de ces 3 points. Je pense que le premier mot qui me revient, c'est empowerment. Et qu'aujourd'hui, la notion d'appropriation, de littératie, quel que soit notre éclairage et notre regard scientifique, est un élément central. Et que casser les croyances, casser les codes sur l'activité physique. Est-ce que l'activité physique va avoir un rôle directement pour mon cancer? C'est peut-être pas sûr. Mais au moins pour l'état de santé, c'est sûr. Et au moins pour la participation sociale, c'est sûr. Et je crois que là, cette notion de l'appropriation et du travail qu'on a à faire est un élément central. Et ça a été vu et revu. Mais que la relation de ces professionnels et la formation qu'on va avoir des professionnels qui interviennent et de la qualité de la relation qu'ils doivent mettre, on est, nous, dans nos disciplines au sens large, en train d'analyser de façon bien plus fine et bien plus micro ce qu'elle est cette qualité de relation et comment peut-être elle peut servir à très long terme pour éviter notamment des récidives, mais aussi pour éviter un certain nombre d'effets secondaires de traitement. Le deuxième mot important, pour moi, même si j'en ai parlé dans la conférence d'introduction et que peut-être ça a suscité un certain nombre de débats pour vous, c'est que je crois qu'on a à faire des efforts effectivement de pointer des invariants, on l'a dit avec Louise, la question de y a-t-il des invariants méthodologiques sur lesquels on ne peut pas passer à côté? Et effectivement, c'est pas parce qu'on fait de la recherche interventionnelle en santé des populations qu'on ne doit pas pointer à la fois sur la qualité, je dirais, des populations qu'on va étudier, sur la description plus fine des interventions, et donc je parle de la recherche prototypale. Je crois qu'on n'est pas assez encore fort sur la différence entre des critères d'évaluation et la caractérisation de ces interventions. Et je crois qu'il y a beaucoup à faire sur peut-être un jour, j'en rêve en tout cas, peut-être vous n'êtes pas d'accord sur ça, mais en tout cas, s'ils ont réussi à 50 ans ou 60 ans dans le médicament à avoir un seul paradigme d'évaluation, peut-être qu'aujourd'hui, actuellement, on en a 46 paradigmes d'évaluation de nos interventions. Peut-être qu'on pourrait arriver un jour à un modèle. Et évidemment, laisser de côté l'idée qu'on doit nécessairement faire de l'essai randomisé contrôlé en double aveugle. Voilà. C'est tout à fait absurde. Ce n'est pas la question d'une méthode, ce n'est pas la question d'une étude ou d'une mesure particulière. C'est bien plus une question de modèle, donc de paradigme d'évaluation au sens large du terme. Et peut-être ma troisième remarque, elle est... je crois qu'on a encore beaucoup de travail pour aller droit au but et les Canadiens ou les Québécois, je ne sais jamais et je ne vais pas me risquer évidemment, mais que cette vision pragmatique qui nous est amenée de ce souffle-là en disant comment on peut avoir des impacts. J'ai adoré Denis Roy que je ne connaissais pas et j'ai adoré cette idée qu'on peut aller plus droit au but et que finalement on n'a pas qu'à observer en tant que peut-être expert des sciences humaines ou de l'épidémiologie, mais on peut véritablement agir concrètement et avoir des impacts et peut-être pas uniquement que dans la décision publique, mais clairement aussi au contact des patients pour faire évoluer les choses. Et on a beaucoup de travail et je crois que si on est ensemble, on serait bien plus fort pour être droit au but. Je ne voudrais pas être marseillais, je suis montpelliérain, donc il ne faut pas non plus exagérer, mais en tout cas une symbolique d'être plus fort sur les impacts et de dire aux décideurs publics à quel point nos interventions ont eu des impacts significatifs sur les patients. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Merci beaucoup. C'est moi le dernier témoin. D'abord, merci Jérôme. Ça fait déjà 18 mois qu'on bosse sur ce truc qui a été reporté de 6 mois. Merci des rencontres aussi. Rencontrer Sabine pour la première fois, travailler pour la première fois avec Grégory que j'avais rencontré par ailleurs et tous les gens du comité scientifique. Donc, ça a été un plaisir. Chaque fois renouvelé de l'INCA. Je veux aussi saluer le courage de l'INCA devant Alain qui ose encore et toujours se faire le héros AUT. Bien sûr, de la recherche interventionnelle. C'est cette idée-là de recherche interventionnelle, elle est née de la conjonction de quelques collègues
qui étaient des évaluateurs et qui étaient tannés, ça c'est un beau québécisme, qui étaient fatigués de se faire dire qu'ils ne faisaient pas de recherche. Et donc, qui voulaient mettre l'intervention comme objet de recherche. Est-ce que savoir sur quoi il faut intervenir nous donne automatiquement des pistes sur comment il faut intervenir? Est-ce qu'on peut définir les paramètres d'une science du comment? Et l'INCa a pris la balle au bond, est devenu effectivement un champion et a innové, innove encore. Et moi, je salue le leadership et la vision d'une organisation de recherche qui a pris à bras-le-corps cette idée que pour améliorer la santé des populations, il faut s'intéresser à un ensemble de dispositifs qui vont faire en sorte qu'ils ne seront pas malades. Donc, moi, je viens de là et quand Jérôme m'a demandé, le 5e colloque, on le fait sur l'accompagnement du cancer. Mais je ne connais rien là-dedans, moi. Moi, j'ai jamais étudié les malades, j'ai jamais étudié l'hôpital, j'ai jamais étudié la maladie. J'étudie comment les gens se maintiennent et maintiennent leur santé et s'organisent. Il dit, c'est un colloque en risque. OK. Donc, je vous remercie pour tout ce que j'ai appris, parce que là, j'ai appris pas mal. Et j'ai vraiment ouvert mes horizons sur la risque. L'hôpital ne m'intéresse toujours pas, mais je peux savoir pourquoi. Et je peux savoir où on apprend en risque d'étudier cette population qui est croissante, qui est une population qui vit avec une situation qui les rend vulnérables en cancer. Donc, moi, je soulèverais 3 points. Il y en a un qui va rejoindre un de Grégory. Le premier que je soulèverais, c'est ce qu'on a fait dans les 2 derniers jours. On a un peu soulevé le capot de la recherche interventionnelle. On a regardé comment ça marche, on a regardé c'est quoi les enjeux, on a regardé c'est quoi les rôles. Ce qui, moi, m'a vraiment frappé puis m'a impressionné, c'est la richesse des discussions et le croisement des perspectives entre les chercheurs et les patients. Là, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai dialogue, il y avait une façon d'interagir qui amenait cette recherche interventionnelle à se définir, à mieux se définir. Ce que je déplorerais, c'est l'intérêt semble beaucoup moins grand pour les décideurs qui ont boudé un peu notre événement. Puis, ce qui m'amène au 2e point, Denis, qui est toujours sage d'ailleurs, a pointé ce pourquoi ils n'étaient pas là, parce qu'on ne leur présentait pas de résultats. On allait dans notre mécanique, on est encore en train de réfléchir sur comment faire rouler la bagnole, mais on n'a pas de destination à proposer à des gens pour cette fichue bagnole. Donc, moi, je prends très, très sérieusement cette idée qu'il faut se donner des objectifs d'impact, se doter d'indicateurs de ce qu'il y a à améliorer. Pour la recherche clinique, c'est facile. On ajoute des heures, des jours, des mois, des vies, des années, des fois, à la vie des patients. Nous, c'est quoi notre proposition de valeur pour les patients et pour les décideurs? Et pour ça, il faut développer cette relation avec les patients qui vont... Et c'est ça qu'il va falloir valoriser. C'est ces indicateurs-là qu'il va falloir mettre en perspective et chercher. Les gens ne nous disent plus « ajouter juste des heures à ma vie » ou « ajouter des mois à ma vie », nous disent « ajouter quelque chose d'autre à ma vie ». Et je pense que c'est avec eux qu'il va falloir trouver ce quelque chose d'autre
à vendre à des décideurs. Et puis, Denis vous l'a dit, au Québec, ils sont preneurs. J'imagine qu'il y a assez de contacts en France pour convaincre certains de ses collègues français pour les rendre preneurs aussi. Enfin, mon troisième point, c'est que on reste encore pas beaucoup de monde. Hein? Les mécanismes de financement sont peut-être pas au point. Il y a on finance la recherche et on ne voit pas toujours tout l'amorçage comme faisant partie intégrante du programme de recherche et tout aussi la pérennisation sur le comment on le pérenne, sur la diffusion, mais c'est plus une question de diffusion, c'est une question d'adaptation, c'est une question de reconnaissance et ces deux bouts-là de la recherche qui permettent l'impact. Le bout du milieu, c'est ce qui permet la publication scientifique et c'est le bout d'avant puis le bout d'après qui permettent l'impact. Et ça, c'est probablement le rôle des patients de dire à Alain, il est là, écoutez, nous, on a besoin, on veut travailler avec les chercheurs, mais cette partie-là doit être valorisée aussi. Donc, je vous lance la question, Alain et Jérôme, dans un comité de pairs sur une recherche partenariale, qui sont les pairs? Que des chercheurs? C'est une question. Voilà. Merci beaucoup. Puis, à la prochaine. Maintenant, donc, je vous demande d'accueillir Alain Echen, qui nous fait l'immense honneur d'être avec nous aujourd'hui. Je crois que c'est son premier colloque de recherche interventionnelle en santé des populations. Alain Echen, il est donc directeur de recherche. Il est directeur du pôle recherche-innovation à l'Institut national du cancer. Il est également aussi directeur de l'ITMO cancer à l'INSERM. Donc merci Alain d'être avec nous. Je sais que c'est très très compliqué pour toi de te libérer. Donc encore merci pour le temps que tu nous accordes. Merci Jérôme. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, nous arrivons au terme de ce 5e colloque international francophone sur la recherche interventionnelle en santé des populations. Donc, comme l'a dit Jérôme, ce n'est pas exactement mon domaine d'expertise, mais je suis en tout cas convaincu et sûr que ce colloque a été riche en échanges, en réflexions, notamment dans les ateliers dont le format est plus que propice au partage des connaissances, à tisser de nouvelles relations, à penser et repenser l'innovation au sein de la RISP. Donc, nous avons eu l'honneur d'accueillir pour cet événement de nombreux experts dans le champ de la RISP. Et je tiens à remercier notamment nos collègues québécois qui ont fait le déplacement, les experts qui sont intervenus dans les plénières et qui ont su mettre en avant et pointer les enjeux et les défis à venir de cette recherche. Et bien sûr, l'ensemble des intervenants dans les ateliers qui ont nourri cette réflexion collective à partir de leurs expériences, de leurs pratiques et de leurs projets de recherche. Je tiens également à remercier nos 3 grands témoins et experts qui ont su brillamment restituer en un temps très court toute la richesse des échanges et des débats tenus durant ces 2 journées. Merci à vous pour cet exercice qui est toujours difficile à réaliser. Un grand merci évidemment aux équipes de l'INCa qui ont participé à l'organisation et à l'élaboration de ce colloque, notamment le département sciences humaines et sociales, épidémiologie et santé publique, pour sa mobilisation, Valérie Letertre, Anne-Fleur Guillemin, Iris Cervenka et bien sûr son responsable, le docteur Jérôme Foucault. Je remercie également les membres du comité scientifique qui ont été partie prenante pendant ces 2 journées, avec un remerciement plus particulier au professeur Louise Potvin pour son soutien indéfectible aux actions que mène l'INCa dans le champ de la RISP. Merci enfin à notre prestataire, Formule Magique, qui nous a accompagnés dans l'organisation pratique et technique de ce colloque. Vous êtes nombreux à avoir participé à ce colloque et nous vous en remercions. Cela montre l'importance de cette recherche interventionnelle en santé des populations pour laquelle l'Institut national du cancer, comme l'a souligné Louise, est très fortement impliqué et continuera à l'être, à la fois par le soutien à la recherche, mais aussi par la diffusion des connaissances et le développement de la communauté scientifique et des acteurs de terrain.
Donc, merci à tous pour votre participation et votre contribution à ces réflexions. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous et vous donne rendez-vous pour le 6e colloque international francophone de la RISP, qui normalement devrait avoir lieu en 2023. Une fois de plus, notre défi sera d'innover avec et pour vous. Merci.